d'avoir pour la deuxième fois en quelque temps Roger Olindre, qui est un homme sage, non seulement vu l'âge, mais l'expérience. Et un des drames de l'époque moderne, c'est ne pas savoir hériter. Ça, c'est un problème sur lequel vous devriez réfléchir concernant vos enfants. Quel héritage allez-vous transmettre? Roger Olindre va parler ce soir de l'état de la France où nous a mené ces messieurs, terme peut-être un peu ironique. Jacques Bainville disait « Tout a toujours été très mal. Certes, il suffit de relire Tacite ou d'autres anciens. Mais il est effectif que depuis la Révolution française, la France a changé sa vocation, son être. Et récemment, la révolution culturelle en Amérique, qui a généré 68, a façonné les élites, ou les prétendues élites qui nous gouvernent. Comment pourrait-on les définir? Des narcisses, des hommes qui se regardent eux-mêmes, qui méprisent le passé, qui sont interchangeables, et toutes les dérives sont possibles. Et le mariage gay n'est qu'un épisode, on verra certainement pire. Il faut en avoir conscience. Qu'est-ce qui nous menace dans quelques années? Le transhumanisme. Il y a quelque temps, le père Bovoc est venu vous en parler. Sachez que des gens comme Soros, qui ne sont pas des naïfs, investissent énormément. Quel est l'état de la France aujourd'hui? Certes, il faut cultiver, surtout en ce jour de Pentecôte, le lendemain de Pentecôte, cette vertu, l'espérance. Il est bon de penser à Jeanne d'Arc. À un moment, notre pays était quasiment envahi, passant sous la domination anglaise, et une petite sainte se lève pour défendre l'identité nationale. Petite parenthèse, sachez, c'est un petit clin d'œil de l'histoire. Le cercle va s'associer à l'érection d'une statue de Jeanne d'Arc à Moscou, justement pour montrer les liens qui existent entre nos deux patries et la défense de l'identité nationale et de notre culture européenne et chrétienne. J'ai peut-être déjà trop parlé. Regardez, il y a quelque temps, pour le centenaire de la guerre de 14, un groupe soi-disant d'artistes hybrides devait se produire. Et le maire a eu la bonne idée de surseoir, disons, soyons. Réaction de ministre de la troupe de culture. Mais on ne va pas employer autre chose. De crier à la censure morale nauséabonde. D'abord, censure morale, on voudrait bien savoir où elle se trouve, et nauséabonde, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut relier aux conférences que vous avez eues ici sur la désinformation. Certains mots créent des réflexes. Nauséabond, ça rappelle nazi, occupation, que sais-je. Et c'est comme ça que l'adversaire triomphe. En ce jour de Pentecôte, demandez, invoquer l'Esprit Saint, la vertu de force, de courage, de clairvoyance. Et préparez-vous à la lutte, d'abord qui est culturelle, morale, spirituelle, et après politique. C'est très important. Tout ce que j'ai à dire. À vous, cher ami. Non, je vous en prie.
Ce que vient de dire le père, c'est exactement là-dessus que je vais commencer, et puis je reviendrai. Je ne suis pas venu faire une conférence. Je ne fais pas de conférence. Quand je vais parler dans un meeting politique, comme disent certains, je fais péter ma gueule, parce que je parle de choses que je connais. Ce livre-là, qui fait 600 pages, je sais que les services de police cherchent n'importe quoi pour pouvoir me mettre au trou ou me poursuivre. Je peux vous dire en toute franchise en vous regardant, je n'attends que ça. Si je dois passer devant un tribunal, louez vos places à l'avance parce que je ne fermerai pas ma gueule. Voilà. Je ne me fermerai pas ma gueule. Moi, je fais partie de ces gens qui sont passés devant les tribunaux militaires à la fin de la guerre d'Algérie, et nous leur avons dit, messieurs, vous ne voulez pas de l'Algérie française, vous aurez la France algérienne. Et devant ces serviteurs serviles, j'aurais pu employer un autre mot, mais très serviles de l'État, nous ne nous sommes pas tus. Nous ne nous sommes pas couchés. Ce qui fait que c'est dramatique, mais tout ce que nous avons prévu arrive, nous avions entièrement raison. Ce livre fait 600 pages. Il n'a strictement rien à voir avec ce qu'on apprend à vos enfants dans les écoles, avec ce que vous entendez à longueur d'antenne sur les télés ou sur les radios. Parce que toute l'histoire de France, telle qu'ils la racontent et qu'ils l'écrivent, est fausse. Et c'est pour ça que de temps en temps, ils se mélangent les pédales. Je ne suis pas non plus un orateur poli. Alors depuis des années, je dis, à force de jongler avec des sons de merde, un jour ils vont en prendre un sur la gueule, c'est en train de se passer. Et là, je pense que ça n'est pas fini. Ça n'est absolument pas fini. Nous sommes dirigés par des gens qui ont été élus. Monsieur Hollande voulait absolument être président de la République. Est-ce que être président de la République, c'est faire en sorte que la France s'islamise et se déchristianise? Je ne le pense pas. C'est cependant ce qu'ils sont en train de faire. J'espère, je crois, qu'à l'heure où je parle ici devant vous, qui avez fait le nécessaire pour venir, qui vous êtes dérangés, qui vous êtes déplacés, je pense que dans beaucoup d'endroits en France, peut-être des milliers, peut-être des dizaines de milliers, à cette seconde-là, des gens écoutent un orateur qui dit peut-être la même chose que moi. Moi, personnellement, je suis rentré en résistance, officiellement, dimanche dernier, au congrès du Parti de la France, dont j'ai accepté d'être le président d'honneur. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis rentré en résistance. Pourquoi je les accuse, tous ces messieurs, de truquer l'histoire, de falsifier l'histoire de France. Monsieur Hollande a cru nécessaire de parler du 19 mars, qui est le jour de la plus grande tuerie qui a eu lieu à la fin de la guerre d'Algérie. Et toutes les radios, toutes les télés en remettent un peu chaque jour. Je vais vous lire un papier. Je répète bien, écoutez-moi, si vous désirez ce papier, Roger Hollande, Cercle national des combattants, 38 rue des Entrepreneurs. Tous les soirs, je le dis, mais ça ne doit intéresser personne, puisque personne n'écrit pour le demander. Alors que pour l'avoir, il suffit d'écrire et de le demander. Pourquoi est-ce intéressant? Vous voyez le cirque qui est fait par tous ces messieurs qui prétendent nous gouverner. À Paris, on semble oublier que nous détenons un très grand nombre d'otages français. Quand il le faudra, nous en communiquerons la liste à la presse, d'où une émotion considérable en France. Alors, pour obtenir la libération de ces otages, il faudra y mettre le prix. Qui a déclaré ça?
M. Ouari Boumedienne, président de la République algérienne, le 26 janvier 1971, dans un journal algérien qui s'appelle L'Éclair. Quelle suite a été donnée à la déclaration de ce monsieur? Rien. Est-ce que le gouvernement français a envoyé quelqu'un pour voir sur place? Vous savez ce qu'il y avait sur place? Des centaines de Français comme vous et moi. En dehors des 100 ou 150 000 harkis qui ont été assassinés. Des Français qui, entre autres, avaient été enlevés à Oran, mis dans des camps et qui sont morts à la tâche. Quant aux femmes, aux jeunes filles et aux fillettes, elles avaient été envoyées dans des bordels clandestins et elles sont mortes de mort, comme vous pouvez le penser. Mais à ce moment-là, beaucoup de ces Français étaient encore en vie. Le gouvernement français n'a rien fait et ne fait rien, puisqu'aujourd'hui encore, on accuse la France de tous les maux et ces assassins-là, on ne leur dit rien, on ne leur dit strictement rien. Je tiens à rappeler que c'est après le 19 mars, à la signature des accords, des soi-disant accords d'Évian, que ces gens avaient été enlevés à Oran. Est-ce que vous voyez dans quelle misère ils ont pu mourir? Et je connais un officier français de mes amis qui était sur place. Et des Algériens fidèles sont venus dire « Les dames enlevées, elles font la putain à tel endroit, ça n'était pas tous les endroits, mais certains endroits étaient désignés. Et l'armée française avait ordre de ne pas bouger, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas bougé. Alors, va-t-on permettre que ces individus continuent à pourrir l'esprit de nos enfants, à dire que la guerre d'Algérie, c'est ce qu'ils racontent? Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que je vais vous parler aussi d'autre chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'anniversaire, c'est les affaires qui se sont passées à Sétif. À Sétif, en 1945, le jour où toute l'Europe fêtait la victoire sur l'Allemagne nazie et sur l'Italie fasciste, des gens sont descendus dans la rue. Je lisais encore un papier ce matin, pacifiquement. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ils ne sont pas descendus pacifiquement, puisque rien qu'à Sétif, il y a eu 101 Français de souche, hommes, femmes, enfants, fillettes, assassinés et égorgés. Et le secrétaire général du Parti communiste français, ou dit français, de Sétif, a eu les 2 mains coupées à la hache par les soi-disant pacifistes. Alors pourquoi ces gens racontent-ils cela? C'est exactement comme ce qui se passe en ce moment avec la CGT, qui attaque la police, qui fait des affiches. C'est pour que les forces de l'ordre ne puissent pas intervenir. Donc cette histoire de trahison, de haute trahison, date depuis des dizaines et des dizaines d'années, au moins 70 ans. Voilà. Alors quand moi je dis que je rentre en résistance, la dernière fois que je parlais ici, j'avais fini mon discours, j'étais un peu fatigué, et il y a un monsieur qui a dit, mais monsieur Hollande, hein, t'as l'air de dire, il a bien une grande gueule celui-là, monsieur Hollande, est-ce que vous avez une solution pour régler le problème? Je lui ai dit, non, je n'ai pas de solution. Pourquoi je lui ai dit que je n'avais pas de solution? Parce que je ne connaissais pas ce monsieur. Si je l'avais connu avant, si je savais comment il vit tous les jours, s'il est correct, honnête, disons propre sur lui et dans sa tête, je lui aurais peut-être répondu. Parce que moi, la solution que j'ai, c'est d'abord qu'on ait un bon français. Avant, il suffisait que quelqu'un dise qu'il était de droite, parce que la France est quand même de droite depuis des décennies, on est gouverné par des ordures de gauche, mais la France est un pays de droite. Avant, quand on rassemblait et qu'on parlait devant des gens de droite, on ne se trompait jamais.
Parce que sur la famille, sur l'armée, sur ceci, sur cela, on avait une pensée commune. Aujourd'hui, pour trouver 3 types de droite qui pensent la même chose sur 5 choses, eh bien, il faut se lever de bonne heure. Alors c'est pour ça, moi je viens par patriotisme. Je me déplace par patriotisme. J'ai 87 ans, mais je vais continuer. Je vais continuer à faire claquer ma gueule parce que je l'ai toujours fait claquer tant qu'il s'agissait de défendre la patrie. Mais pour moi, être de droite, je vous le répète. D'abord, si on est chrétien, c'est d'être un bon chrétien. Se faire respecter. Et quand moi je dis que je me fais respecter par les musulmans, je vais vous raconter une chose. J'étais en reportage à Beyrouth pour Paris Match. C'était un carnage. Un carnage. Et là, il y avait, dans les quartiers musulmans, il y avait moins d'obus qui tombaient. Et j'avais trouvé une chambre dans un hôtel, au 3e étage. Ma chambre avait ceci de spécial, c'est qu'il y avait 4 fenêtres. 2 fenêtres et 2 trous d'obus. On avait de l'air, on ne manquait pas d'air. Et le soir, en bas, le patron faisait démarrer un petit moteur et on avait un peu d'électricité, un peu, pas beaucoup pour pas trop se faire repérer. Puis là, on mangeait des galettes fourrées à je ne sais quoi. Il valait mieux savoir d'ailleurs de pas savoir de quoi elles étaient fourrées. Et là, il y avait un musulman libanais, qui parlait un très bon français, qui avait les 2 bacs, qui avait fait ses études en France. Et il me dit, vous savez, monsieur Paris Match, parce qu'à l'étranger, on vous appelle souvent du nom du journal pour lequel vous travaillez. Vous savez, monsieur Paris Match, les Français nous ont beaucoup déçus. Ah bon? Ah bon? Et pourquoi on vous a déçus? Il me dit, parce que vous n'avez pas défendu vos alliés. On n'a pas défendu nos alliés. Mais pour défendre nos alliés, il aurait peut-être fallu un peu qu'on vous tape sur la gueule. Et il m'a répondu, nous l'aurions très bien compris. Vous voyez un peu les charlots qui nous gouvernent. Il est peut-être temps de changer les programmes de l'ENA. Il est peut-être un peu temps de leur saliver le cerveau. Vous comprenez? C'est ça les musulmans. Les musulmans, ils respectent les gens qui sont respectables et qui se font respecter. Alors le gars dit oui, Hollande, Le Pen, les Allemands, les Arabes, ils se font respecter à coup de trick. Ça n'est pas vrai. Ça aussi, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Voilà. Moi, j'étais chrétien. J'avais une troupe scout et une maison de jeunes de 480 gosses à Tébessa, au pied des Orages Temencha, là où logent et habitent les Chaouïas, les plus sauvages, qui restaient encore en Algérie. Un des types qui en avait dans le pantalon d'ailleurs. Hein. Moi, j'allais en tenue scout, en plein marché. Il faut voir ce qu'était un marché dans cette région-là. C'était le Moyen-Âge. Eh bien, quand j'arrivais, tout le monde s'écartait. On savait que j'étais le chrétien qui était le roi. Alors que j'étais, nom de Dieu, Algérie française, à 99, même à 102%. Eh bien, ils me respectaient. Ils n'ont jamais touché ma femme, ils n'ont jamais touché ma fille, ils n'ont jamais touché l'établissement que j'avais. Et quand je suis parti au maquis, la plupart des gosses qui étaient là, eh bien, voulaient venir avec moi. J'ai refusé qu'ils viennent. Il y a 2 ou 3 grands musulmans, des cadres, que j'ai pris avec moi. Mais les autres, je les ai empêchés de me suivre. Je n'ai pas voulu qu'ils me suivent. Eh bien, quand je suis parti au maquis Algérie française, maquis OS, tout le monde le savait. Hein? Et les gosses le savaient, puisque j'étais venu en métropole avec 150 d'entre eux l'été d'avant, et j'avais fait une grande tournée dans toutes les garnisons parachutistes du sud-ouest de la France où j'avais des amis, et ma troupe scout, c'était une école d'officiers, tenue impeccable, écusson français sur l'épaule, croyant à la France. Je n'ai jamais eu aucun problème avec ces gosses. Vous m'entendez? Jamais.
98% de musulmans, 1% de petits juifs, 1% de petits chrétiens au prorata de la population. Et quand j'ai fait la dernière tournée en France, j'avais besoin d'armement. Parce que je sentais que les choses allaient mal se passer. Et j'avais recruté 2 pieds noirs qui avaient fait la libération de la France, qui étaient dans l'armée d'Afrique, qui étaient sous-lieutenant du renseignement. Et nous avions vu pas mal de gens. Et tous ces gens que nous avions vus avaient, il faut quand même un certain folklore, avaient juré sur la croix et sur le colt qu'il suffisait que je signe pour qu'ils arrivent. Je me retrouve avec 608 personnes qui avaient accepté de venir. Où vais-je trouver l'armement pour armer tous ces gens? Donc j'ai été dans les garnisons para. Et comme je vous dis, ma troupe scout était disciplinée. Ils étaient par équipe de 10. Et il y avait 2 cantines par équipe. Tous leurs sacs à dos et 2 cantines par équipe. Eh bien, l'armement que j'ai récupéré, c'est dans les cantines de mes scouts qu'il est rentré en Algérie. Jamais aucun ne m'a dénoncé. Jamais personne n'a rien dit. Par contre, les pieds noirs qui avaient juré sur la Bible et sur le colt que je siffle, ben, j'ai sifflé. Heureusement, j'ai arrêté de siffler parce que je serais encore en train de siffler. Il en est venu 6. 6. Alors, quand j'entends des zigotos qui viennent me dire « Les Arabes, on va tous les foutre à la porte », ça n'est pas vrai. Ils ne les foutront pas à la porte parce qu'ils ne se battront pas. Ils ne se battront pas. Et moi, en ce moment, quand je parle devant des jeunes, et je vous annonce que j'aurai besoin d'argent dans quelque temps, parce que je recrée un mouvement de jeunes, devant le merdier actuel, il n'y a pas d'autre solution que de recruter des jeunes qui sont bien, qui ne sont pas trop pourris encore, et d'en faire des vrais Français, de façon que demain, au moins, il y en ait quelques-uns qui, à un moment donné, donc, quel endroit que ce soit, disent non. Il suffit qu'un gars dise non. Ça peut changer dans un département, ça peut changer dans un immeuble, ça peut changer dans la rue. Que quelqu'un s'avance et dit non, moi je ne suis pas d'accord. Vous voyez un peu les rigolos de la place de la République, hein? Ils avaient enlevé des dalles et les journalistes, oh, c'est merveilleux. Ils voulaient créer un jardin potager pour se planter des fraises et des poireaux. Non mais ce pays est devenu un asile d'aliénés, un asile d'aliénés. Et l'autre lui dit, mais pourquoi vous vous battez, vous? Mais moi, je me bats pour le salaire universel. Le salaire universel, ça veut dire que le guerrier papou va gagner comme l'ingénieur en France ou en Allemagne. C'est ça. Et la télé, la radio trouvent des gars qui expliquent, mais c'est merveilleux, mais quelles idées ils ont, tous ces gens-là, c'est magnifique. Il y a quelques distributions de coups de pied au cul qui se perdent, je vous le dis. Et là, il n'y a pas d'autre façon de faire. Parce que c'est la pourriture totale de notre nation, après sa trahison en Algérie. Alors, je dis aux gens, et quand je dis ça, je dis, oh mais quand même, De Gaulle. Je ne peux pas prendre 2 heures sur une conférence d'1 heure pour expliquer ce qu'a été la trahison de Charles de Gaulle en Algérie, que j'ai écrit dans 10 bouquins, j'ai écrit 42 bouquins, dans 10 bouquins j'ai expliqué, ça n'est jamais repris. Pourquoi de Gaulle a largué l'Algérie? Personne ne le sait. Tout le monde cherche, il ne trouve pas, même quand c'est écrit dans des bouquins. C'est comme ça. Alors, pour en revenir à M. Hollande, que je hais aussi, en tant que Français, la façon dont il est traité tous les soirs sur toutes les chaînes de télévision. Comment voulez-vous qu'un pays soit dirigé, même si ce type est un abruti, il est président de la République. Il devrait quand même y avoir une petite limite, et tous les soirs, il passe, d'ailleurs, on le voit, puis il y a des voix qui imitent et qui lui font dire des conneries. Pour moi, ce n'est pas ça, gouverner un pays. Mais ça n'est pas non plus hein,
la gaudriole et la plaisanterie au deuxième degré. Quand ils font des plaisanteries au deuxième degré vis-à-vis des Noirs et des Arabes, ça me fait doucement rigoler, parce que déjà les Gaulois de base ne comprennent pas toujours le deuxième degré, mais les mecs débarqués d'Alger ou d'Orange, je me demande comment ils pourraient faire. Donc, tout est pourri, tout est vérolé. Alors, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Hollande, contre ça? Je devrais être couché. Je suis là. Je suis là parce que depuis ma tendre jeunesse, scout et la suite, j'ai servi, parce que servir, c'était un honneur. Quel est le gosse aujourd'hui qui pense que servir, c'est un honneur? Est-ce que ces profs déjà pensent que servir, c'est un honneur? Qui, à la télé ou à la radio, parle de servir avec un grand S? Personne. Alors, il pourrait quand même, ces individus qui ont pris le pouvoir, tout simplement faire une chose. Simplement, c'est pas compliqué. Fermer leur gueule. Mais non, ils disent tout ce qu'il ne faut pas dire et ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas compliqué. Ce qu'ils disent, vous pouvez dire que c'est le contraire qui est bon. C'est pas compliqué. Alors je vais quand même vous lire quelques trucs parce que... Voilà. J'ai quitté le Front National quand Marine Le Pen a décidé de nous dédiaboliser. Moi, j'étais membre fondateur du Front National, j'étais premier vice-président du Front National. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'être dédiabolisé. Parce que si j'étais dédiabolisé, ça voulait dire que depuis 40 ans, je ne racontais que des conneries. Et je ne me prends pas au sérieux, mais je ne pense pas avoir pendant 40 ans raconté des conneries. C'est tout, c'est simple, c'est comme ça. Alors, elle a dédiabolisé le parti. Ah, ça c'est très bien. Alors, on va voir les résultats. On va voir le résultat que ça donne. Dimanche 24 avril 2016, à 10h45, M. Le Guen. M. Le Guen. Écoutez bien. Daesh et le Front sont identiques. Vous avez compris? J'invente rien. Là aussi, vous voulez, vous écrivez, on vous enverra ça, on vous enverra les dates. Daesh et le Front, c'est identique. Monsieur Hollande, le 15 janvier 2015, l'islam est compatible avec la démocratie. En 2008, Martine Aubry à Lille, 35% de Maghrébins, c'est génial. Moi, je m'emmerde dans une ville où on est tous pareils. Elle a vraiment besoin de dire ça? Mais elle a besoin de dire ça? Hein? Bon. Mais c'est pas tout. L'autre matin, j'écoute le matin Europe 1. Alors là, il y a toujours les auditeurs qui téléphonent. Pour vous dire que on s'aperçoit très vite que c'est trié, hein? C'est trié. Bien, s'il y a un malheureux qui réussit à passer, hein, et qui avance une idée de droite, eh bien, M. Morandini, qui dirige l'émission, hein, fait en sorte de rétablir tout ça, hein, pour que ça retombe normalement en faveur du gouvernement. Alors l'autre matin, il y avait Ginette. Il y avait Ginette. Pas l'histoire de l'orchestre à 400 musiciens qui devaient venir chez Ginette, mais à peu près la même voix. Alors qu'est-ce qui vous arrive, Ginette? Vous êtes bien assis, je ne voudrais pas que quelqu'un tombe. Hein. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Ginette? Disait l'autre. Ah ben j'ai pleuré toute la nuit. Vous avez pleuré toute la nuit, Ginette? Oui, j'ai pleuré toute la nuit. Pourquoi? Parce que je n'admets pas qu'on embête comme ça Madame Taubira, qui a tellement souffert de l'esclavage. Si ça, c'est pas le triomphe de la connerie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Hein? Alors, Madame Taubira a déclaré aussi, à quelque temps de là, ce n'est pas la peine de parler de la traite arabo-musulmane pour l'esclavage, parce que c'est mettre ça sur le dos des jeunes des banlieues
qui ont assez de problèmes. Mais dans le prochain bouquin que j'écris, là, je l'ai commencé. Ma secrétaire qui est là va avoir du boulot, il va falloir qu'elle se mette à taper, mais ça vient, je pense que dans un mois, je l'ai fini. Je fais une lettre ouverte aux musulmans de France. Voilà. Aux musulmans. Alors ça sera aux musulmans français, aux musulmans de France. Voilà. J'arrangerai. Et alors, qu'est-ce que je fais dans ce bouquin? Je pose des questions aux musulmans de France. Et je leur dis, par exemple, je leur pose un tas de questions, mais une, par exemple, c'est pourquoi soutenez-vous ce gouvernement socialiste, hein, qui, vis-à-vis de nous, Français, chrétiens, ne fait que de l'anti-France et de l'anti-chrétien, hein, pourquoi faites-vous ça? Et j'attends la réponse. Mais la réponse, je l'ai parce qu'un de mes amis a été l'année dernière au congrès musulman qui s'est tenu dimanche ou hier, je crois, au Bourget. Et là, comme il n'a pas la langue dans sa poche, il s'est adressé en buvant un thé à un des chefs de la communauté musulmane de France. Et il lui a dit, mais enfin, vous êtes contre le mariage homo, vous êtes contre tout ça, alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas marché avec nous quand nous avons défilé contre le mariage pour tous? Mais la réponse que je cherchais, je l'ai eue. Qu'a répondu ce chef musulman de la religion musulmane en France? Il a répondu à mon copain, mais pourquoi voulez-vous que l'on aille se mettre à dos un gouvernement qui nous donne tout avant qu'on lui demande? La réponse, vous l'avez. Donc ce soir, je vous ai déjà amené au moins 4 ou 5 réponses qui, si vous rentrez en résistance, vous donnent quand même un tableau à suivre. Parce que la traite arabo-musulmane, elle a duré 13 siècles. Elle a duré 13 siècles. L'autre, qui n'est pas plus excusable, a duré 3 siècles, vers les Amériques. Mais vers les Amériques, les Noirs qui ont été transportés là-bas, il reste aujourd'hui entre 67 et 72 millions de descendants dans les deux Amériques. Entre 67 et 5 millions de plus, hein, dans les deux Amériques. Tandis que la traite arabo-musulmane vers les pays d'Orient, il reste pour ainsi dire rien. Seuls des descendants de ceux qui n'étaient pas castrés et qui étaient plus ou moins dans l'armée, mais dans certains pays musulmans, même ceux qui étaient dans l'armée étaient castrés. Parce que tous ceux qui partaient vers les pays arabes étaient castrés, ce qui fait qu'au départ, il y avait entre 60 et 80% de pertes au départ, dans la région de Djamenad, au Tchad, au Soudan et dans des régions que j'ai visitées quand je faisais mon reportage du côté de la Corne d'Afrique. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la traite qui se faisait vers les Amériques, que je ne défends pas, mais enfin, pourquoi serions-nous les seuls? Parce que la mère machin, là, il faut que je trouve les papiers, parce que je dis que ce soir, non, je l'ai là. Je suis un peu classé quand même. Une grande intelligence française a parlé, alors je peux pas ne pas reproduire exactement ces déclarations. Voilà. Elle est là. Je la cherche, elle est là. Elle est là. Hein? C'est Madame Cécile Duflot. Hein? Brillante, hein? Là, il y en a là-dedans. Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Cécile Duflot? Hein? Selon nos informations, le député écologiste de Paris et candidate putative à sa prochaine élection présidentielle, excusez du peu, va déposer 2 propositions de loi. La première, demandant la création d'une commission pour examiner la question des réparations liées à l'esclavage. À l'esclavage, hein,
La seconde, réclamant la reconnaissance du travail forcé dans les anciennes colonies françaises, crime contre l'humanité. Qu'est-ce que c'était le travail forcé? Les gens qui allaient travailler dans les plantations pour les colons? Absolument pas. C'était des gens qui, sur la commune, sur le territoire dont ils dépendaient, faisaient la corvée de route, comme ça se passait en France au Moyen-Âge et avant. D'ailleurs, j'entendais l'autre jour sur la route un gars qui disait, mais c'est quand même, quand on pense quand même des pauvres Français au Moyen-Âge, hein, les seigneurs qui... Ils attendaient toujours que le blé soit mûr, les seigneurs, pour aller chasser dans les champs qui étaient à eux. Il fallait être con quand même, c'est pas possible. Mais, et puis, ils travaillaient 27 jours par an pour les seigneurs. Mais moi, je suis sorti mon truc, je dis, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, on travaille 6 mois par an pour les seigneurs qui nous gouvernent. Bon. Et quand au Moyen-Âge, les bandits arrivaient, ou les grandes compagnies arrivaient, le paysan, il prenait sa vache, son mouton, puis il montait se réfugier au château, quoi, à la garde du seigneur. Maintenant, si vous avez un cambrioleur ou une bande de loupards qui vient débarquer chez vous, essayez donc à 3 h du matin de vous pointer au commissariat ou à la gendarmerie, vous allez voir comment vous allez être reçu. Donc, tout ce qui est raconté, ce sont des blagues. Des blagues mortelles, puisque ça tue notre pays. Mais nous avons l'inimitable Louis-Georges Tin, hein, du Cran, un président du Conseil représentatif des associations noires. Alors lui, hein, il faut entendre ce qu'il écrit, il faut entendre ce qu'il raconte. Et sa copine, je vais avoir un truc par là, eh bien dernièrement, elle est secrétaire générale de cette association, elle insultait dernièrement encore les morts de Dien Bien Phu. Que pour elle, Dien Bien Phu, c'était pas une défaite, mais au contraire la victoire des peuples libres. Bien, je peux vous dire, et je le mettrai dans le bouquin qui vient, il a fallu que tous les journalistes européens et mondiaux qui étaient à la fin de la guerre d'Indochine à Saïgon, quand les Viet Minh sont arrivés, quand les communistes sont arrivés, il a fallu qu'ils voient ce qu'ils ont vu pour commencer à comprendre que tout ce qu'ils avaient écrit depuis des années était faux. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ils ont vu que la population vietnamienne ne voulait pas du communisme. Que la population vietnamienne ne voulait pas du communisme. Pas plus que la population algérienne ne voulait du FLN. Et qu'il y avait dans notre armée beaucoup plus de combattants qui ont été fidèles jusqu'au bout que dans l'armée du FLN. Alors, je ne dis pas que ça va être facile. Je ne dis pas que ça va être facile. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais je n'ai jamais pensé que ce serait facile. Alors moi, ça ne me gêne pas. Mais quand vous voyez un peu, je parlais tout à l'heure de ces gars qui descendent dans la rue, là. J'ai discuté avec un commissaire de police et un officier de CRS que je connais bien, puisque bizarrement, ils étaient cadets dans le mouvement de cadets que je dirigeais quand j'avais le château à Neuville-sur-Barangeon. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit tous les deux? On dit que les 3/4 des meneurs arrivent place de la Bastille en taxi et repartent en taxi qu'ils ont réservé. On dit que les 3/4 des meneurs étaient des no-borders, tous fils à papa, ayant en poche la carte d'un grand avocat à donner en cas de problème. Ces gens se baladent avec des masques de plongée, des casques de motards, des harpons, des bouteilles d'acide, des engins incendiaires et des boules de pétanque. Et nous sommes en guerre. Nous sommes en état d'urgence. Vous savez comment règne l'ordre
quand nous sommes en état d'urgence, comme aujourd'hui. La loi veut qu'un commissaire de police, revêtu de son écharpe tricolore et en gants blancs, vienne avec un clairon et dise « Messieurs, le clairon va sonner ». Ça veut dire que vous devez dégager. Sans ça, les mesures adéquates seront prises. Ça suffit largement. C'est ça l'ordre. C'est ça la guerre civile. C'est ça la mobilisation. Mais eux, ils ont mobilisé contre un ennemi dont ils n'osent même pas dire le nom. Parce que Daesh, ça ne veut rien dire. État islamique, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que vous savez que 250 000 passeports ont été volés dans les locaux officiels des régions que l'État islamique a occupées? Est-ce que vous savez que ces gens ont mis le nez dans toutes les archives et qu'ils ont mis les mains dans toutes les réserves de dollars et de fric de la région? Les Américains, ne faisant que des bourdes, ayant démobilisé l'armée de Saddam Hussein, eh bien, toute cette armée humiliée, les grands officiers, les gens connaissant la guerre moderne, ont rejoint l'État islamique. Mais si quelqu'un dans cette salle, parmi les amis présents, connaît un endroit du Moyen-Orient où les Américains n'ont pas fait une connerie, il n'y a qu'à lever la main. Je ne vois personne, parce qu'il n'y a pas un seul endroit. N'oubliez pas que quand Saddam Hussein a attaqué le Koweït, pas le Koweït, oui, le Koweït, eh bien, l'ambassadrice d'Amérique dans son pays était venue discuter avec lui, et lui avait parlé du Koweït. Et elle avait répondu, « Vous faites ce que vous voulez, ça n'intéresse pas l'Amérique. C'est votre problème, ça n'est pas le nôtre. » Et après, on nous a annoncé, on a fait déjà venir une petite musulmane, là, hein, qui avait tout vu, qui avait vu les soldats de Saddam Hussein débrancher les couveuses où il y avait des bébés. Bon, cette petite musulmane un peu ignare, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et pourquoi est-ce que les Américains ont attaqué Saddam Hussein? Parce qu'avec Bachar el-Assad, ils étaient, Bachar el-Assad et lui, membres du BAS, c'est-à-dire un parti laïque, mais qu'ils avaient des idées très claires sur les nuisances que pouvait créer l'existence du pays d'Israël. Voilà. Moi, je fais partie d'un parti qui a toujours soutenu 2 territoires nécessaires. Un pour les Palestiniens, un pour les Juifs. Donc on peut parler de tout. Ils peuvent nous dire ce que nous voulons. Moi, tous les soirs, j'ouvrais les meetings de Le Pen et tous les soirs je parlais de ça, au même titre que tous les soirs je disais, ne laissez pas dire autour de vous que nous nous battons pour les Français grands, blonds, aux yeux bleus. Oui, nous nous battons pour les Français grands, blonds, aux yeux bleus, mais nous nous battons pour tous les Français, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, du moment qu'ils aiment la France, qu'ils ne crachent pas dessus et qu'il n'ait pas une double nationalité qui les obligerait demain à choisir pour quel pays ils se battront, parce qu'on n'a pas à choisir pour quel pays on se battra quand on vit en France de l'argent, des allocations familiales et de tout ce que les Français, pendant des générations, ont créé et qui fait que ce pays est le nôtre et s'appelle la France. Cette France qui est une terre chrétienne, qui fut la fille aînée de l'Église. Voilà. Ça aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous nous battons pour une France que nous aimons. Et la France que nous aimons, elle ne doit pas disparaître. Et en ce moment, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas du tout.
si tout cela ne va pas disparaître. Je regarde la télé et des fois les gens me disent mais pourquoi tu regardes la télé? On ne peut pas parler comme je parle, on ne peut pas écrire, on ne peut pas faire des bouquins si on ne regarde pas la télé. Hein. Au même titre qu'on ne peut pas ne pas lire la presse. Je lis une dizaine de journaux tous les jours. Une école qui est là, c'est très bien, des fois l'après-midi, la pauvre, hein, je lui fais faire 30 ou 40 photocopies. Parce que je trouve, et je garde, et j'archive. Et avec ce que je garde, avec ce que j'archive, je peux les emmener aussi loin que je veux, tous ces gens d'en face. Parce qu'eux ne se souviennent pas, hein, le lendemain, ce qu'ils ont dit la veille. Mais moi, je leur mets sous le nez ce qu'ils ont dit, voilà 5 ans, voilà 10 ans, ou hier. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est contre mon pays, c'est contre votre pays, c'est contre notre pays. Voilà la réalité. Voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi, même malade à crever, je suis venu ce soir vous dire il faut rentrer en résistance. Mais dans le même temps, je téléphone à des individus qui voient des jeunes dont je m'occupe, ou bien même des jeunes où je vais des fois parler et que je trouve des nazillons là, déguisés. Je leur dis mais enfin, le gouvernement est très content de vous voir déguisés comme ça. C'est comme ça qu'il vous fait dépeindre par ces journalistes et par ces destinateurs. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu ressembles à un SS, mais dans les SS, hein, t'aurais été fusillé parce que t'es bordélique à souhait. Hein? Voilà la vérité. Hein? Alors, soyez français et fiers d'être français et n'allez pas chercher ailleurs ce qu'il faut défendre. Il y a assez de choses, à défendre dans notre pays. Alors, par moment, hein, je les vois. Puis je les vois, ils me sortent des papiers. Il y en a encore un l'autre jour qui m'a amené un mail, parce que c'est bien, pour nos idées, ça peut être bien ces mails. Mais demandez à Nicole, et puis même dans cette salle, ceux qui y a des conneries, que le gouvernement paierait pour que des gens l'écrivent. Parce que qu'est-ce qu'il attend, ce gouvernement? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que demain, 3 Gugus, un avec un lance-pierre, le troisième avec une Sten sans chargeur, et le troisième avec une batte de baseball, descendent dans la rue en gueulant « Vive la France !» pour nous foutre tous au trou et pour armer les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Rappelez-vous ce que je vous dis ce soir, on se reverra peut-être, hein. On se reverra sûrement, mais voilà des mois que je préviens les gens. Ils armeront les banlieues pour défendre les valeurs de la République. Valeurs de la République dont moi je n'ai rien à foutre. Moi, ce que je défends, c'est les valeurs de la France. Parce que la France est mon pays. La France est la fille aînée de l'Église. Je n'oublie pas que la France est aussi chargée, depuis Saint-Louis, de défendre les chrétiens d'Orient que nous avons abandonnés. Quand Mme Duflot raconte ses salades, j'aimerais bien qu'en tant que féministe, puisqu'elle s'affiche toute comme féministe, elle pense aux femmes violées, vendues chez les Azéris ou ailleurs, hein, où tous ces voyous venus de banlieue choisissent là-dedans et puis se prennent des femmes ou les achètent. Hein, j'ai vu que dernièrement, la cote avait un peu baissé, c'est 50 € maintenant, une femme assez belle. Bien moi, je n'accepte pas ça. Et ce soir, je suis venu pour vous dire, les amis, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir, entrer en résistance, mais le faire intelligemment. C'est pas en allant poser des bombes. Ça n'est pas en rampant dans les couloirs avec un casque para ou un gilet pare-balles. C'est en disant non. Je vous disais tout à l'heure la nécessité que par endroit, le moment voulu, quelqu'un soit là et dise non. Eh bien, c'est tout ce que je vous demande de faire. Mais écrire aussi. Écrire au président de la République quand il dit des saloperies. Écrire à Mme Duflot. Écrire à tous ces gens. Sans oublier, malheureusement, que tout ça a commencé sous M. Sarkozy. Parce que ce que la femme de Sarkozy, la vraie, avait besoin de dire à la télé un jour, je m'honore de ne pas avoir une goutte de sang français dans les veines. Mais est-ce qu'ils sont fous, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont fous? Mais je dis qu'en disant qu'ils sont fous, on les ménage. En disant qu'ils sont fous, on est gentil. Ce sont des ordures, ce sont des fous, pour qui seul le fric compte. Eh bien moi,
fidèle à ce que j'ai été quand j'étais para, qu'on rentrait à Hanoï après 3 mois de combat, qu'on touchait 2 payes, hein, que le lendemain matin, on nous ramassait dans les boîtes de nuit ou autres, parce qu'il fallait repartir, on était contents, parce qu'en une nuit, on avait claqué notre paye. Y compris en donnant 50 piastres à un cyclo qui n'en revenait pas, mais qui disait « Bravo chef, vive la France !» Voilà. Moi, j'ai connu ça, c'était ça ma jeunesse, aux frontières, la garde aux frontières. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a plus de frontières. Pour moi, les frontières de la France existent. Et il faudra bien demain les rétablir, si nous ne voulons pas mourir. Il faudra bien se rappeler que la France chrétienne avait promis aux chrétiens d'Orient de les défendre et que pendant des centaines d'années, elle les a défendus. Je hais ces gens qui se font élire uniquement pour le fric et simplement pour le fric. Pourquoi? Parce que j'aime la France et je vous demande d'entrer en résistance. En guerre avec ce gouvernement qui nous donne non, tout avant. Ben oui, mais c'est ça, c'est comme ça. Je vais regarder vous. Ce qui est important dans le témoignage et dans les propos de Roger Olindre, d'ailleurs ça va être la matière d'un futur livre que le Cercle Aréopage va publier, c'est de bien saisir que l'heure est grave et de relier aux différentes conférences qui ont eu lieu ici. Et de prendre ce soir peut-être la résolution d'entrer en résistance, de dire non. Et de savoir que de faire de concession en concession, mais c'est la concession à perpétuité. Il faut savoir être mené, comme dit saint Paul, le bon combat. Il est à la fois temporel et spirituel. On est menacé par l'oubli de notre propre culture, notre propre histoire, menacé par une substitution de population. Il y a quelques mois, j'accompagnais le principe de Beaumont-Parme à Saint-Denis, mais à Saint-Denis, il y a certainement beaucoup plus de Mahomet ou de Ben Ali qui viennent au monde que de François, lequel n'a rien trouvé de mieux que d'inviter dans son État des familles au nom de la non-discrimination de musulmans. C'est un langage, comment dire, complaisant pour la décadence de notre vieille Europe chrétienne. Sachez que vous n'avez plus que la Hongrie et la Russie qui résistent, peut-être un peu la Pologne. Et je vous demande tout à l'heure de poser des questions à Roger Olindre, de venir vous faire dédicacer ses livres, et je vous rappelle, il l'a dit dans son allocution, qu'il compte faire un mouvement de jeunes. Donc ça demande des moyens. Peut-être soit une poignée financière, ça peut être une aide, ça peut être indiquer des étudiants qui peuvent être formés, recevoir un complément de formation. C'est ce qu'on essaye de faire ici dans notre cercle, avec des moyens très modestes. C'est vital. Sinon, notre pays disparaîtra. Ce n'est pas dans la révélation chrétienne que chaque pays, même si chaque pays a un ange gardien, mais on paye les fautes. Nos gouvernants n'ont jamais demandé pardon pour les crimes de la Révolution prétendue française, alors que le gouvernement russe l'a fait devant son peuple. Et voilà, on en est arrivé aujourd'hui. On est arrivé, comme disait Virgile Giorgio, à la 25e heure. Donc surtout ne pas se repaître de clichés ou de nostalgie. C'est l'heure du sursaut. Et c'est peut-être le sursaut avant
Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Vous avez pas abordé le problème de la réindustrialisation, c'est-à-dire le fait que la France actuellement est exsangue d'un point de vue industriel. Oui, je n'ai pas abordé ce problème, comme je n'ai pas abordé beaucoup d'autres problèmes. Je peux y répondre, mais il est bien certain que tout ça sont des raisons entièrement politiques. Avant de réindustrialiser la France, il n'aurait pas fallu laisser partir toutes nos bonnes affaires à l'étranger. Lorsque nous avons dit, il y a des années et des années, il faut mettre des taxes sur les produits qui arrivent de Chine, on passait pour des idiots. Mais lorsque j'entends là qu'il ne faut pas sortir de l'Europe, on oublie tous, et même ici certainement, que les Français ont voté contre l'Europe. Il y a quelques années, les Français ont voté contre l'appartenance à l'Europe. Il a suffi d'un truc de passe-passe magique pour qu'on soit encore dans l'Europe aujourd'hui. Parce que comment peut-on faire un rassemblement d'États européens si les salaires ne sont pas identiques partout et surtout les charges sociales? C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que les fraises d'Espagne arrivent 2 fois moins chères en France parce qu'il n'y a pas les mêmes taxes chez les paysans espagnols que chez les paysans français. Donc tout ça, il n'empêche qu'il y a toujours une majorité d'hommes politiques. Ils avaient tous été d'accord pour voter oui à l'Europe quand les Français ont voté non. Et aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas sortir de l'Europe sans donner d'explications, surtout sans donner les explications pour lesquelles il faudrait rester. Bon, les Anglais parlent, eux, de sortir de l'Europe. C'est le problème des Anglais. Je ne crois pas que les Anglais s'occupent de nos intérêts à nous. C'est leur problème et leur intérêt ou leur non-intérêt. Voilà. Mais comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent dans tout ça quand vous écoutez l'information à fond, continue, des chaînes qui, à longueur de journée, vous annoncent tout ce qui se passe à l'autre bout du monde et toujours de bonnes nouvelles. Le matin, quand j'achète mes 3 journaux, j'ouvre, dans les 3, il n'y a pas une seule bonne nouvelle. Voilà. Et lorsque les patrons français disent « mais nous n'y arrivons plus », eh bien les patrons français deviennent immédiatement des ordures, des salauds. Un journal satirique vient de sortir, il ne sert qu'à une chose, c'est attaquer les patrons. Moi, je connais un proverbe chinois que j'admire, il y a peu de choses que j'admire à l'étranger, mais ce proverbe chinois, je l'admire, il dit « lorsque les pauvres, non, lorsque les gros sont maigres, les pauvres sont morts ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, eh bien, c'est pas du tout le langage de la CGT, puisqu'après avoir trahi en 40-45, n'oublions pas que si ils ont soutenu les gaullistes, et si les gaullistes ont soutenu les communistes, c'était les uns et les autres pour se donner une raison d'être à la libération, et ceci a permis de ne jamais faire le procès du communisme, parce que le communisme sont les premiers qui ont collaboré avec les Allemands en 1940, appelant les Français, les Parisiens, à accueillir à bras ouverts les soldats allemands prolétaires en uniforme. Et l'autre soir, j'entendais à la radio, puisque tous les soirs, il y a quelque chose sur Adolphe ou sur Pétain. Surtout sur Pétain. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Ça va mal en France, tout va mal en France, c'est la faute à Pétain. Mais l'autre soir, un gars disait, Pétain qui a livré l'industrie française aux Allemands. Alors que quand les Allemands sont rentrés dans Paris, la CGT clandestine et le Parti communiste clandestin disaient aux ouvriers, mettez en marche les usines. Si les patrons ne veulent pas, occupez-les et faites-les tourner.
comment, en oubliant ça, peut-on discuter de choses en 2015 ou 2016? Tout est truqué, tout est farci de mensonges. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, à part ça, je vais vous répondre aussi. L'économie, ça n'est pas mon fort. Mais j'écoute quand même votre réponse. La question que je me pose toujours quand on refuse de parler de réindustrialisation ou quand on ne parle pas de la concurrence avec l'Asie, c'est est-ce que c'est que le sujet n'est pas assez viril ou est-ce que c'est au contraire qu'il y a un chantage sentimental avec les Asiatiques qui sont sympathiques, c'est pas qu'ils nous insultent pas contrairement à d'autres immigrés, qui fait qu'on n'a pas le courage de parler de la guerre économique avec l'Asie. Parce qu'il y a des guerres physiques, il y a des guerres économiques aussi. Mais la guerre économique, comme la guerre toute simple, il suffit de la faire. Est-ce qu'un pays européen a fait la guerre économique? Aucun pays européen n'a fait la guerre économique. Il y en a un qui l'a fait à son profit, mais il n'est pas européen, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais là, ce qu'ils veulent nous imposer, d'ailleurs, ils travaillent toujours contre, ils ne veulent pas que l'Europe marche. L'Angleterre n'a jamais voulu rentrer dans l'Europe, tout en ayant quand même un certain nombre d'avantages. Moi, je suis pour qu'on fasse la guerre économique, mais tous les jours, à la télé ou à la radio, il y a un ou deux loustiques qui interviennent en disant « Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez alors? Fermer les frontières ?» Moi, je réponds « Oui, il faut fermer les frontières. » Mais ça ne leur plaît pas du tout. Et pourquoi ça ne leur plaît pas? Parce que, quel que soit le parti qui arrive au pouvoir en France, c'est le programme des francs-maçons qui est mis en avant et qui gère le pays. Nous sommes gérés par le programme des francs-maçons. Voilà. Et là, pour mon prochain bouquin, j'ai trouvé des déclarations où M. Rockefeller dit alors, il paraît que nous serions pour un gouvernement mondial. Il paraît que nous avons dit oui, c'est aux banques de gérer les économies nationales. Eh bien, si on dit ça, de nous, c'est vrai. Nous signons. Bon, il y a 3 mois de ça. Il y a 3 mois de ça. Voilà pourquoi il y a tout un tas de choses qui sortent en France qui ne sont pas dans le programme. Lorsque nous étions à l'Assemblée nationale, bon, on les a vus à 2 ou 3 reprises. Ça, vous savez ce que ça veut dire? C'est l'alerte franc-maçonne. Voilà. Le gars à la tribune, devant tout le monde, il fait ça. Voilà. Ça veut dire aux gens, vous savez comment vous devez voter. Et le mec qui ouvrait sa gueule 5 minutes avant, il vote contre le truc dont il ne voulait pas. Ou pour, ou contre. C'est-à-dire, il inverse son vote. Seulement, qui, à part moi, parle du programme des francs-maçons? Vous connaissez beaucoup de mecs qui ont envie d'aller au trou? J'ai pas envie d'aller au trou, moi non plus. La seule différence, c'est que moi, je les emmerde. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Bon, ben, je vous écoute. Moi j'avais une petite question, monsieur. Oui. Sauf erreur de ma part, il me semble qu'un jour j'ai lu sur internet, vous auriez dit Michel Rocard, le petit porteur de mallette du FLN. Oui. Vous pouvez développer, je connais pas bien. Michel Rocard a déclaré que quand il était à l'ENA, il a fait quelques mois au gouvernement général à Alger, et il a déclaré, bien entendu, que je ne travaillais qu'au profit du FLN. Et lorsque j'étais député, et 2-3 fois, je me suis levé à un moment où alors j'étais à la tribune, et il y a des socialistes dont je ne me souviens pas le nom, je lui ai dit, vous avez écrit à telle date dans le Point, travaillant pour le gouvernement pour les affaires à traiter avec le FLN, il est bien entendu que je n'ai travaillé qu'au profit du FLN. Un député français qui a été 10 fois ministre, à sa tribune, déclare ça à l'Assemblée nationale française. Et lorsque
l'armée française envoie la division Daguet, contre Saddam Hussein, Rocard est ministre des Affaires étrangères et Jox est ministre des Armées, hein, on leur amène un aéropage de tout ce qu'il y avait de hauts gradés, de jeunes gradés, de majors, de sergents-chefs bien décorés, tout ça, et là devant ces 150 représentants de la division Daguet, hein, Rocard dit en montrant Jox qu'au moment de la guerre d'Algérie, il est bien entendu que j'étais favorable au FLN, et montrant le ministre des Armées qui est là, hein, il a dit, et je n'étais pas le seul. Et j'ai écrit un papier le lendemain en disant que de ce jour-là, j'ai pensé que la France était malade. Pourquoi j'ai pensé que la France était malade? Parce que quand j'étais petit gradé, avec ce qu'il fallait sur la poitrine, un ministre aurait dit ça devant moi, je me serais avancé et je lui aurais écrasé mon poing sur la gueule. Et là, personne n'a bougé, personne n'a moufté. Voilà. Tu comprends? Ça peut-être pu vous sembler simple quand je disais que demain, dans un climat donné et à un endroit donné, il suffirait que quelqu'un se lève et dise non. Ça n'est pas si simple que ça. Ça n'est pas si simple que ça. Mais si un jour vous le faites, vous verrez que parmi les lâches qui sont là et qui ne bougeaient pas avant que vous disiez non, eh bien, il y en a qui viendront à vous. Mais ils ne viendront jamais si quelqu'un ne dit pas non. Parce que le mec qui met ce qu'il faut au bout de ses idées, ça ne court pas tellement les rues. Ça ne court pas tellement les rues. Hein. Quand on vient nous emmerder avec la résistance, moi j'étais gosse à Paris, quand les Allemands sont rentrés. J'étais tout gosse. Et pas loin de où habitait ma grand-mère, à côté de l'avenue Kléber, pas loin du Trocadéro, elle était concierge là, dans une petite loge. Et sur l'avenue Kléber, à 100 mètres de là, il y avait un détachement allemand, une compagnie allemande qui logeait. Et tous les matins, cette compagnie partait en rang pour faire la relève de tous les hôtels de l'avenue Kléber jusqu'à l'Étoile qui étaient occupés par des états-majors allemands. Et les Allemands montaient la rampe qui sortait du garage en tapant du pied, et quand le premier mettait le pied sur l'avenue Kléber, il chantait. Et en face, il y avait certains matins 100, 150, 200 personnes qui étaient là. Et les gens disaient, on peut régler sa montre sur ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils chantent bien. Et tout le monde les trouvait beaux, corrects, disciplinés. Parce qu'à l'époque, un soldat allemand qui aurait mis la main aux fesses d'une Française était fusillé. Ils ont commencé à fusiller des gens quand les communistes, sur ordre de Moscou, sont rentrés en résistance parce qu'Adolphe avait attaqué Staline. Est-ce que tu vois un peu ce que ça donnerait si on expliquait ça à la radio un soir? Eh bien, si on ne l'explique pas, ça ne se saura jamais. Et à part moi qui remets ça constamment sur le tapis, je ne connais pas un deuxième mec qui fasse sa carrière politique en parlant du procès nécessaire pour les communistes. Mais tant que le communisme ne sera pas jugé, tant que le procès du communisme ne sera pas fait, eh bien nous irons à la décadence. J'aurais peut-être une remarque à vous faire. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Oui. La justice est libre en France. Donc les tribunaux sont ouverts, il y a des salles d'audience, on peut y assister. Mais quand on fait aujourd'hui le procès de Soral ou de Dieudonné, on s'arrange pour mettre tout ce beau monde dans une salle où il y a 20 personnes. Oui. Hein?
Donc, Oui, mais enfin, je ne pense pas, que la justice en France soit libre. Hein? Si la justice en France était libre, hein, mes amis et moi, on n'aurait pas été condamnés après l'affaire d'Algérie, hein, pour avoir voulu faire ce que De Gaulle a fait en 40, puisqu'en 40, lui, Pétain, on lui fout une défaite sur les bras, et on l'accuse d'avoir signé l'armistice. Bon. Et De Gaulle, lui, il part à Londres, il dit c'est pas vrai, on n'a pas perdu la guerre alors qu'on l'avait perdue. Nous, on gagne la guerre d'Algérie, on refuse de capituler devant des gens qu'on a battus, et on est mis au trou. Et moi, je prends 14 ans. Bon, je suis là, je leur ai dit, je les emmerdais. Enfin, quand ils te tombent sur la tête 14 ans, t'as ta femme qui est là, t'as ta fille qui est là, t'as tes affaires dehors, c'est pas tellement évident. C'est comme ça. Je le disais tout à l'heure, la France est gouvernée d'après le programme des Francs-Macs. Et de la religion de la Shoah. Pardon? Et de la religion de la Shoah. Oui, la religion Henri de de la Lescar Shoah. vient de dire non. Oui. Seulement, il est bien sûr et certain, comme je vous le disais au début de mon discours, il va falloir faire, je ne sais pas qui va le faire, ce qu'on avait fait avec Le Pen quand on a créé le Front National, c'est-à-dire faire en sorte de rassembler des gens qui sont d'accord sur 95% d'un programme, 90% ou même 85%, mais qui soient au moins d'accord sur une partie du programme. Parce que là, si toi tu t'y retrouves dans tous les programmes dont on nous rebat les oreilles tous les jours, moi je n'imite plus rien, absolument plus rien, rien. Ah, la femme là qui a dit tout à l'heure ce que vous avez dit là, au sujet du chanteur là. Bon, alors il y a eu ce rappeur. Alors le rapport il dit mais il est français, dit l'autre, il est français. Et puis son père s'est battu dans les tirailleurs sénégalais. Son grand-père, enfin, deux raisons de plus pour ne pas chier sur la France. Je m'excuse d'employer ce mot. Mais eux, ils trouvent ça normal. Je ne suis pas le premier qui insulte la France. Comme si c'était, je ne suis pas le premier, mais ça peut durer ad vitam aeternam. Nous sommes des couffards, il a dit. Oui, Nous sommes des couffards. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il nous a traité de mécréants. Hein, donc, Mécréants. on est des mécréants. Oui, mais enfin, en plus en employant un mot qui est employé dans le truc islamique, dans l'État islamique. Hein. Hein. Vous avez les trois quarts des gars qui sont en Syrie, qui travaillent contre nous, qui se battent contre nous, qui continuent à toucher le RMI. Hein. Le frère du gars qui a tué les 3 paras dans le sud-ouest de la France et qui a tué les petits juifs dans l'école juive, je l'ai mis dans mon bouquin, je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans un autre, mais il a dit « Ma vie maintenant, c'est le Coran et le SMIG ». Le Coran et le RMI, voilà. Ma vie maintenant, c'est le Coran et le RMI. La sœur du tueur, elle est partie en Syrie avec ses 4 gosses, hein, tu pars seul à la rigueur, tu réussis à passer, mais tu pars avec 4 gosses, tu passes quand même. Et là-bas, elle touche le RMI, elle touche les allocations familiales. Là. Le gars qui a été tué par le RAID, là, hein, dans un assaut dément, hein, eh bien, j'ai tout disséqué de sa vie. Depuis sa plus tendre enfance, il a eu constamment 2 ou 3 personnes qui se sont occupées de lui. 2 ou 3 personnes qui se sont occupées de lui. Sa mère a changé 4 fois d'appartement. Tu changes 4 fois d'appartement, toi? Et si tu dis ça, c'est du racisme. Tout est du racisme. Tu ne peux rien dire, c'est du racisme. C'est toujours branché, là, non? Non? Oui. Ouais. Bon, je dirai pas ce que je voulais dire. Vous ne voulez pas que le frère ait des problèmes? Non. Et comment vous voyez se terminer le conflit au Proche-Orient, si ça doit se terminer à un moment ou à un autre, monsieur?
Si ça doit se terminer, Ben, parce que ça peut le durer. conflit au Proche-Orient, bon, il y a un conflit qui dure depuis toujours, c'est celui entre Israël et les gens du coin. Tant que l'Amérique soutiendra Israël, il n'y aura absolument pas, de choses. Mais je regrette, dans ce bouquin, je parle d'Israël. J'ai déjeuné 3 fois avec Moshe Dayan. Alors, je ne m'emmerde pas, je laisse parler Moshe Dayan. C'est Moshe Dayan qui parle. Et Moshe Dayan parle comme les gens d'extrême droite parlent en France. Voilà, exactement. Le pays qu'ils veulent, c'est le pays que nous voulons chez nous. L'ordre, la patrie, l'honneur, la religion, la discipline et tout. Pourquoi maintenant qu'il n'y a plus de service militaire en France, les jeunes beurs de banlieue ne vont plus faire le service en Algérie, mais tant qu'il y avait le service militaire en France, ils allaient faire le service militaire en Algérie. Et aujourd'hui, les jeunes juifs vont faire le service militaire en Israël. Est-ce que c'est normal? Non, non, pas du tout. Pas du tout normal, non. Oui. Non, 3 ans. 3 ans de service militaire. Hein? 3 ans de service militaire en Oui. Israël. Mais les jeunes qui allaient en Algérie, ils allaient là-bas faire 2 ans contre 9 ou 11 mois en France. Vous voyez bien que de plus en plus, la double nationalité, qui n'est pas reconnue par l'Algérie. La double nationalité n'est pas reconnue par l'Algérie. Et cette nuit, je travaillais sur des archives pour le bouquin que j'écris. Bouteflika à Alger déclare qu'en plus des Beurs, qui ne sont pas français, dit-il, qui ne sont pas français, ils sont algériens. En plus des Beurs qui ne sont pas français, nous avons 2 millions d'Algériens en France qui ont la double nationalité. C'est pour ça que M. Hollande va lécher les fesses des chefs du gouvernement d'Alger pour que cela fasse voter pour lui ici, et lui fait voter pour eux également ici. Voilà. C'est-à-dire que tout ça est totalement anormal et tout ça est condamnable. Dans un État normal, ces gens-là seraient condamnés. C'est Mitterrand qui a dit vous êtes ici, Pardon? chez nous, chez vous. Pardon? Est-ce que Mitterrand n'a pas dit, en parlant des Algériens, vous êtes ici, chez nous, chez vous? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis quand Mitterrand est passé, Oui. et il y a eu un accord avec le gaz algérien, où à titre d'indemnité, le gouvernement français a accepté de payer 25% de plus que le marché mondial. Et comme il n'y avait pas d'argent prévu, on a asséché l'aide de la francophonie au ministère des Affaires étrangères. Donc c'est l'argent qui servait normalement à la défense de la langue française, de la francophonie, qui a servi à payer cette surtaxe. Il y a bien une sénatrice qui s'appelle Boumedienne. Pardon? Il y a une sénatrice, on m'a dit, qui est de la famille de Boumedienne, qui s'appelle Madame Boumedienne. Oui, mais de toute façon, parmi vous voyez bien le nombre de femmes qui ont la double nationalité qui sont dans le gouvernement et dans les couloirs du gouvernement. Dans le gouvernement, il y en a beaucoup, mais dans les couloirs, il y en a un sacré paquet. Et moi, j'étais très bien avec le roi du Maroc, parce que j'ai couvert pendant des années les combats de l'armée marocaine contre le Polisario au Sahara. Et quand il venait en France, j'étais reçu. Il a une grande propriété à 80 bornes de Paris, où il reçoit les Marocains de Paris et de France qui sont invités. Et moi, je l'ai entendu dire en français, parce qu'il y avait des Français qui étaient là, donc ils parlaient en français aux Marocains de France. Vous n'avez pas à prendre la double nationalité. Marocain, vous naissez. Marocain, vous mourrez, mais ne vous mêlez pas de la politique intérieure française.
il avait dit aussi qu'il ne serait jamais, il avait dit aux Français, Oui. que les Marocains ne seraient jamais de bons citoyens français. Mais, monsieur Olindre, en fin de compte, c'est l'Algérie qui pose problème. Pardon? C'est l'Algérie qui pose problème. Oui, je fais un bouquin de 600 pages là-dessus. Sur le prochain bouquin, c'est lettre ouverte. Lettre ouverte aux Français musulmans, hein, ou aux musulmans français. Et là, je triais avant-hier des déclarations de M. Attali, qui est un fou furieux, hein, et M. Attali disant, avec la chute du pétrole, il faut s'attendre à ce que tous les jeunes Algériens viennent en France, et ils en ont le droit. Vous avez bien entendu. Avec la chute des prix du pétrole, l'Algérie est en faillite, donc il faut s'attendre à ce que sous peu, les 3/4 des jeunes Algériens veuillent venir en France et ils en ont le droit. Voilà. C'est ce que je dis quand je dis qu'ils disent n'importe quoi, tout ce qu'il ne faut pas dire, et ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ils sont tous les mêmes, c'est ça le problème. Ils sont tous les mêmes en ce moment, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas qui peut sauver la situation. Mais, monsieur Olindre, l'Église a aussi sa part de responsabilité. Parce que si les évêques étaient descendus dans la rue contre les lois scélérates, ça aurait changé le visage un peu de la France. Ça aurait été plus clair. Oui. Il n'y a que deux ou trois évêques qui sont courageux. Cela. Là, je suis en train de travailler sur les pères de l'Église, donc les premiers chrétiens, jusqu'au 3e, 4e siècle, et l'immigration. Car il y a un livre qui vient de sortir au CERF, où on essaye de montrer que le chrétien est un citoyen du monde, Or, Saint Grégoire était préfet de Rome, Saint Léon, et bien d'autres, Saint Ambroise, Saint Jérôme. Quand Rome est tombée, ils en ont pleuré. Ils ont chassé, quand ils le pouvaient, les barbares. Et l'Église a assumé l'héritage antique contre les barbares. Et après, ils ont romanisé en quelque sorte les barbares. Or, aujourd'hui, on voit une tentative tout à fait autre, une dilution de l'identité chrétienne, qui est transformée en un vague humanisme. Alors, relié à d'autres conférences qui ont eu lieu ici, soit la tentation de l'Antéchrist, de Soloviev, la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski, ou Fagaroso, qui est un grand moderniste italien, ou Benson, le maître du monde, qui prévoit un peu la situation que l'on vit aujourd'hui. Une religion mondiale, avec un credo minimum, et voilà. Voilà où l'on en est. C'est pour ça qu'il est important, peut-être que vous avez encore quelques questions à poser à Roger Olindre, d'acquérir ceux qui n'ont pas ses livres et de le soutenir dans son combat pour demain. Car il ne s'agit pas d'un combat nostalgique. Nous sommes peut-être des nains, malheureusement, et nous portons un héritage extraordinaire. Il faut en être digne. Malheureusement, l'homme moderne ne sait pas hériter. Il faut à la fois avoir l'humilité et en même temps la force du combat. Dieu seul sait où tout cela mènera. Oui, une question? Oui, par rapport à De Gaulle, qu'est-ce que vous répondez à l'argument de ceux qui, sans forcément l'exonérer sur l'Algérie française, disent que par rapport aux communistes, il n'avait pas le choix pour contrebalancer l'influence américaine, qui au moment de la libération aurait bien aimé dire que la France était purement dans la collaboration, donc que c'était un pays vaincu, et qui, au moment des années 70, voulait bien empêcher la France d'avoir l'arme atomique, par exemple.
Je n'ai pas très bien compris ta question, mais en ce qui concerne les Américains et l'Algérie, je prouverai dans mon prochain bouquin qu'au moment des événements de Sétif en 1945, les services américains étaient derrière le soulèvement depuis longtemps et qu'ils avaient entrepris en même temps le soulèvement en Syrie et au Liban. Voilà. Mais tout ça, si tu ne le connais pas, je peux te dire que ça ne s'apprend pas en un jour, parce que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à mettre ça bout à bout. Mais en fin de compte, M. Hollande, c'est le fait de ne pas avoir gardé le pétrole en Algérie. Oui, mais dans mes 40 bouquins, j'explique pourquoi on n'a pas gardé le pétrole. Tu veux que je t'explique encore, mais il est un peu tard, les mecs, je suis venu presque sur un brancard. Hein, tu veux que je t'explique pourquoi De Gaulle n'a pas gardé l'Algérie? Bon, mais demain, tu verras dans tous les journaux, ils ne savent pas, ils ne sauront pas. Alors que moi, je l'ai écrit dans 40 bouquins. De Gaulle voulait être le patron du tiers-monde, de la troisième force mondiale. Bon, et Adenauer lui a dit, si vous gardez ne serait-ce qu'une parcelle de votre empire, vous aurez toujours des emmerdements. Mais moi, je me fais fort de faire que vous deveniez le patron du tiers-monde. Et vous serez le troisième homme de la planète entre ceux qui sont pour les Américains, ceux qui sont pour les Russes et ceux qui seront pour vous. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a travaillé avec Ben Bella. Parce qu'il disait Ben Bella est gaulliste. Pourquoi? Parce que Ben Bella était sous-officier dans l'armée d'Afrique et il s'est trouvé que le jour où on lui a remis la médaille militaire, De Gaulle était là. De Gaulle qui n'a rien fait militairement pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui a remis la médaille militaire à Ben Bella. Et ensuite, et je cite dans un de mes bouquins, mais si vous ne les lisez pas, je n'y peux rien, hein, je cite dans un de mes bouquins deux journalistes qui interrogent Boumedienne, et Boumedienne dit, pour De Gaulle, Ben Bella était gaulliste, et il comptait se servir avec Ben Bella de l'Algérie pour faire son entrée dans le troisième monde, dans la troisième force. Voilà. Alors après ce que je t'ai dit, tu peux chercher autour de ça et tu trouveras, et tu seras peut-être un des rares Françaises à m'écouter et à savoir pourquoi De Gaulle n'a pas gardé l'Algérie, puisqu'on avait gagné la guerre. Voilà. Alors qu'on dit aux jeunes des banlieues que l'armée française c'était de la merde, que leur père et leur grand-père ont battu l'armée française, qu'ils ne pensaient qu'à violer leur grand-mère. Ah, c'est avec ça qu'on va les intégrer. Voilà. Mais après avoir dit ça à des jeunes de banlieue, je ne partirai pas non plus sans vous dire que je n'accepte pas que des gens, quand dans une réunion, viennent me dire « Mais Hollande, vous savez très bien qu'il faut tous les foutre à la porte. » Ils ne les foutront pas tous à la porte. Jamais. Alors il vaudrait peut-être mieux être debout, en résistance, et avoir les moyens de les tenir un peu. Voilà, moyen de les tenir un peu. Tu connais quelqu'un qui va tous les foutre à la porte? C'est tellement facile. C'est tellement facile. Hein? Tu crois que moi, quand je vais dans des réunions où il y a des jeunes qui ont été chauffés à blanc avec ce genre de conneries, et que je dis le contraire, je suis quand même applaudi à la fin. Parce que je ne parle pas pour être applaudi, mais à la fin, je les retourne quand même. Quand je leur dis que je les vois, qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Vous voulez faire plaisir à qui, là? Aux gens qui attaquent la France constamment? Toi, t'étais sous Adolphe, t'as fait quoi? T'as fait la guerre de Russie? Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien foutu, t'as même pas fait le service militaire. Tu te dis SS, nazi, chez les nazis, t'aurais été fusillé. Vous connaissez beaucoup de gars qui leur disent ça? Mais oui, madame, les voyous étaient fusillés chez les nazis. On rentrait pas dans la SS comme ça, un mec qui a un froc caché dedans, et puis n'importe quoi, un piercing dans le nez, à la SS on leur a dit viens camarade. Non, ce que je dis j'ai raison parce que je l'ai vécu, je le vois, mais il n'y a que moi qui leur dis, il n'y a personne qui leur dit, parce que moi j'attends pas ce qu'ils votent pour moi, c'est toute la différence.
voulez faire des dédicaces? Oui, oui, oui. Donc je vous invite, à moins que vous ayez encore une question à poser, à venir voir Roger Olindre et vous faire dédicacer ses Bon, œuvres. je viens de sortir un disque qui plaît beaucoup, là aussi. Et Ce sont des poèmes, avec les très chants beaux. du Certains ont Je peux été avoir un verre lus. d'eau, là, Oui, oui, bien sûr. Certains ont été lus à Radio Courtoisie. Voilà, vous avez quelques livres, venez faire votre choix.